Lula doit recevoir Alcolumbre ce mardi, à l'Alvorada, c'est-à-dire que cette semaine, au moins, il vote quelque chose. Et Lula a de l'intérêt pour certains sujets qui sont bloqués là-bas au Sénat, donc cette réunion va justement servir à discuter avec Alcolumbre de ce qu'il sera possible de faire avancer. Et à la fin de le système de travail 6 jours pour un jour de repos, il y a la PEC de la sécurité publique et il y a la mesure provisoire sur la fin de la taxe des bluesinas, qui est sur le point d'expirer. Il faut donc voter rapidement, sinon la taxe reviendra. La taxe a été supprimée par la mesure provisoire, mais si elle n'est pas votée, elle sera de nouveau appliquée, n'est-ce pas? Et là, ça va poser de gros problèmes. Donc, David Alcolumbre se rend à la rencontre de Lula pour tenir cette réunion, pour qu'ils puissent, qui sait, se comprendre. C'est pour ça que j'ai mis sur la couverture "L'amour est revenu", parce qu'il semble bien que c'est le cas. Alcolumbre, en ce moment, s'intéresse beaucoup à Lula. Il le poursuit, il propose des choses. Enfin, on ne peut pas lui faire confiance à 100%, encore moins à David Alcolumbre, n'est-ce pas? Bien au contraire, il faut toujours se méfier. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il se peut que certains de ces sujets importants pour le gouvernement soient débloqués lors de ces réunions qui ont lieu entre Lula et Alcolumbre. Il y a eu une première réunion qui s'est tenue chez Alexandre de Moraes. Maintenant, cette deuxième réunion, et il y en aura probablement d'autres entre eux, qu'est-ce que Lula veut principalement? D'abord, s'assurer que la taxe sur les blusinhas ne revienne pas, que la mesure provisoire ne devienne pas caduque. C'est la priorité numéro 1, parce qu'elle est sur le point de devenir caduque, il ne reste que quelques jours. La priorité numéro 2, c'est la fin du système de travail 6 jours pour un jour de repos. La priorité numéro 3, c'est la PEC de la sécurité publique. Elle est déjà bloquée depuis longtemps. Si elle reste encore bloquée, peu importe. Mais la PEC sur le système de travail 6 jours sur 7. La fin du système de travail 6 jours pour un jour de repos. C'est aussi une priorité importante du gouvernement. Surtout pour que cela se produise avant les élections. Et là, mon ami, c'est là que ça devient plus difficile, n'est-ce pas? Garantir que cela sera voté avant les élections. Parce qu'Alcolombre n'en a pas envie, n'est-ce pas? Il n'a pas envie de voter. Et là, on sait comment ça se passe avec ces choses-là. Alcolombre fait un signe à Lula et avance avec la fin de la taxe sur les blusinhas. Donc, Alcolombre montre sa bonne volonté envers Lula. Il a déjà dit « Regarde, nous allons voter ». J'ai créé la commission mixte parce que la mesure provisoire doit être analysée par une commission avant d'être votée. Et alors, qu'est-ce qu'Alcolombre a fait? Il a déjà fait créer la commission. Et elle sera installée demain, ce mercredi. Peut-être que si vous regardez ce live en différé, la commission mixte est peut-être déjà installée, n'est-ce pas? Qui va analyser la mesure provisoire. Parce que, tu te souviens, d'abord, le Congrès national a approuvé le retour de la taxe des petits colis. Enfin, pas le retour, n'est-ce pas? L'instauration de la taxe des petits colis. C'est la taxe sur les importations de moins de 50 $, qui est devenue connue sous le nom de taxe des petits colis, parce que les gens achètent des petits vêtements en Chine, mais en réalité, c'est pour n'importe quel produit vendu là-bas ou vendu n'importe où dans le monde, et qui coûte moins de 50 $, n'est-ce pas? Donc ils ont mis la taxe. Là, Lula s'est retrouvé tout seul. Tout le monde le critiquait, parce que Lula taxait les autres. Mais ce n'était même pas Lula, c'est le Congrès national qui a approuvé à l'unanimité. Donc Lula n'allait pas opposer son veto à quelque chose qui a été approuvé à l'unanimité au Congrès national. D'accord? D'accord. Mais il s'est retrouvé à porter le chapeau tout seul, tout seul. Et puis tout le monde, Mara, merci pour le cadeau, tout le monde critiquait Lula là-bas. Alors Lula a dit, non, attends, je ne vais pas assumer ça tout seul, non, je vais mettre fin à cette taxe. Il est allé là-bas et a pris une mesure provisoire, il a supprimé la taxe des petits colis, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a 90 jours pour qu'elle soit votée. 45 à la Chambre, 45 au Sénat, quelque chose comme ça. Si elle n'est pas votée, elle devient caduque. Et quand elle devient caduque, la loi cesse d'être valable. Et la mesure provisoire est une loi qui entre en vigueur immédiatement. Une fois publiée, elle est en vigueur. Mais si elle devient caduque, elle perd sa validité. Donc, si elle devient caduque, la taxe des petits colis revient. Et là, Alcolombe est déjà là. Non, non, on va voter, on va contribuer à cette partie-là et tout. Autrement dit, il essaie de faire un geste de bonne volonté envers Lula pour tenter ce rapprochement. De toute façon, il y a déjà plusieurs personnes qui disent ici « Je ne fais pas confiance à Alcolombe ». Moi non plus, je ne fais pas confiance à Alcolombe. Les États-Unis avertissent que leur domination sur l'Amérique latine ne sera plus jamais remise en question. C'est l'article de Jamil Chad de UOL. Trump, le gouvernement des États-Unis, a publié une vidéo de 5 minutes sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je ne vais pas montrer la vidéo ici. D'abord parce qu'elle est en anglais, ensuite parce qu'elle dure 5 minutes. Personne ne supporterait ça, n'est-ce pas? Enfin, dans laquelle il déforme la doctrine Monroe. La doctrine Monroe était la doctrine adoptée par le président des États-Unis qui stipulait que l'Amérique latine appartenait aux États-Unis, n'est-ce pas? C'est eux qui commandaient. Parce qu'ils voulaient empêcher la recolonisation, que les pays européens qui avaient perdu leur colonie ici en Amérique du Sud, l'excuse était « nous allons empêcher qu'ils reviennent et reprennent à nouveau le territoire ». C'était ça l'excuse. Et quelle était la vérité? La vérité, c'est qu'ils voulaient vraiment dominer le territoire, avoir de l'influence sur tout le territoire, n'est-ce pas? Américain du nord au sud, n'est-ce pas? Et donc, dans cette situation,
Linda, eh bien merci aussi Linda pour le cadeau, ma chère. Et donc, dans cette situation, ils ont maintenant créé la doctrine Dunroe, qui est un mélange de Monroe avec le D de Donald Trump, n'est-ce pas? Et donc, cette doctrine Dunroe signifie, encore une fois, rétablir la domination. La domination des États-Unis en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord. Et quand on parle d'Amérique du Nord, c'est surtout le Mexique et le Canada, n'est-ce pas? Tout le monde serait soumis aux États-Unis. Et puis, mettre tout ça, regardez Ricardo Mello, il y a aussi Ricardo Mello ici, les amis. Envoyez un salut à Porto de Galinhas. Un salut, mon cher, à Porto de Galinhas, Ricardo Mello, mon homonyme. Sois le bienvenu, mon cher. Reste par ici, d'accord? Ça ne va pas créer de confusion, hein? Tout le monde pense que c'est moi qui parle, mais ce n'est pas moi. C'est Ricardo Mello. Mello 2371. Regardez-moi ça. Ricardo, c'est Amy Winehouse, tu as assuré, professeur Maria Lucia, c'est bien elle, j'adore Amy Winehouse, et elle est là sur mon t-shirt, encore un des t-shirts que Ricardo porte, ce sont des t-shirts qui attirent toujours l'attention, c'est une partie de lui, tout comme le chapeau de Lula fait partie de lui aujourd'hui. Mes t-shirts font aussi partie de ce qu'on fait ici, c'est important, n'est-ce pas, enfin. Et puis, les États-Unis ont publié cette vidéo, hein, menaçant clairement tout le monde en Amérique, enfin tout le monde en Amérique. En parlant de Trump, regarde cette histoire, mec, c'est incroyable. Trump a été caché dans un camion de service de l'aéroport pour changer d'avion à cause d'une menace de l'Iran, selon des rapports. Trump était en Turquie, ça fait déjà un mois, c'est juste que ça a été révélé maintenant. Mais bon, c'est pour le moins curieux. Trump était en Turquie pour participer à un sommet de l'OTAN. Au moment de partir, ils ont découvert, le Secret Service américain a découvert qu'il y avait une menace de bombe venant d'Iran. Ils allaient lancer une bombe sur l'avion. Dans l'Air Force One, qui est l'avion de l'armée de l'air américaine qui transporte le président des États-Unis, mais à chaque fois que le président voyage, il y a deux avions, celui dans lequel il se trouve, et un avion de soutien. Anna Rosa Costa, merci ma chère pour le cadeau. Oui, l'avion de soutien part aussi. Et alors, qu'est-ce que Trump a fait? Regardez ici. Il y a la vidéo, les amis, c'est incroyable. Trump est monté dans l'avion, vous voyez l'image, hein? Il est monté dans l'avion, normalement, face aux caméras, tout le monde filmait. Arrivé en haut, il a fait un petit signe de la main, tu vois, regarde, il arrive là. On dirait qu'il est simplement en train d'embarquer dans l'avion pour partir, non? Regarde, il s'arrête, arrive à la porte, jette un coup d'œil en arrière, fait son petit signe de la main habituel, il dit au revoir à tout le monde, merci, je m'en vais. Il va entrer dans l'avion, et là, regarde, tu vois ce camion en dessous? Ce camion s'approche. C'est un camion qui apporte de la nourriture aux avions, les services de restauration, tu vois? Et là, l'avion s'est arrêté juste au-dessus, le camion s'est arrêté juste en dessous de l'avion. Et Trump est descendu de l'autre côté. Personne ne l'a vu. Et il est monté dans ce camion. Et il a été transporté vers un autre avion, qui était aussi un avion de l'US Air Force. Merci Edna pour le cadeau. Et là, il a été mis dans cet autre avion sans que personne ne le sache. Tu vois là-bas, il y a même une petite tache là, pour montrer le camion qui s'en va, regarde. Emmenant Donald Trump vers un autre avion, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'avion a décollé avec plein de monde à bord. Il y avait une menace qu'ils allaient jeter une bombe dans l'avion. Alors, ils ont sorti Trump de l'avion et ont fait décoller l'avion avec plein de monde à bord. Ensuite, il est apparu au Royaume-Uni. Il est apparu dans un autre avion, n'est-ce pas? Il est réapparu, descendant, faisant semblant d'avoir été tout le temps dans l'avion. Cette histoire a été racontée par le Washington Post, l'un des journaux les plus importants des États-Unis, n'est-ce pas? Donc là, tu vois la folie de Donald Trump. Quelle histoire! Le plus incroyable est ici, regarde! Ici, tu vois ici, cette image ici qui est aussi entourée, regarde, ce groupe ici, ce petit groupe ici, tu vois la souris ici, donc ce groupe, ce sont des journalistes qui couvrent la Maison-Blanche. Et des employés de la Maison-Blanche aussi. Ils sont montés dans l'avion. Donc si jamais il fallait abattre l'avion, quand on y pense, s'il y avait un plan pour attaquer l'avion des États-Unis, beaucoup de gens seraient morts. Et ils ont laissé l'avion à décoller et est parti. Avec plein de gens à l'intérieur, donc s'ils devaient abattre l'avion, beaucoup de gens allaient mourir, surtout qui les pauvres journalistes qui, comme toujours, souffrent, n'est-ce pas? Franchement, les journalistes souffrent. Même dans ces moments-là, les journalistes souffrent. Ils souffrent beaucoup. Et alors, c'est la folie du moment de Donald Trump. Un plan secret pour sortir le gars de l'avion, mais laisser l'avion plein de monde qui aurait pu finir par mourir si c'était vraiment le cas d'une véritable attaque. C'est incroyable.